Réagir, réagir. Le magazine Réagir Production est consacré aujourd'hui aux interpellations et mises en détention des Gilets jaunes en Charente-Maritime. Et qui mieux pour nous en parler que Maître Alexandra Dupuis, défenseuse sur le plan pénal des Gilets jaunes sur notre département, voire même en dehors de celui-ci. Souvenons-nous de ce mouvement des Gilets jaunes alors qu'il était au plus fort des manifestations entre novembre 2018 et juin 2019. On comptabilisait alors 10 000 gardes à vue, 3 100 condamnations dont 400 avaient donné lieu à des peines de prison ferme avec incarcération immédiate sur toute la France et il ne s'agissait là que d'un bilan provisoire. Alors comment se sont déroulés ces gardes à vue? Quel traitement judiciaire particulier ont subi les Gilets jaunes? Et sont-ils tous des délinquants, des racistes, voire même des nazis, comme on a pu l'entendre sur les grands médias? Nous avons interrogé Maître Dupuis sur ces sujets qu'elle développera dans un instant. Auparavant, une précision s'impose quant à l'article 62-2 du Code de procédure pénale relative à la garde à vue dite préventive. Maître Alexandra Dupuis. Alors en fait, le principe de la garde à vue préventive, déjà le mot préventif, vous voyez, a pas déjà à mon sens sa place, puisque on rappelle, c'est toujours un peu redondant, mais qu'il existe la présomption d'innocence. Donc le principe d'une garde à vue, c'est pas d'être préventif, c'est pas de la détention préventive justement. Le principe d'une garde à vue, c'est lorsque vous avez des indices graves et concordants qu'une personne a commis ou a tenté de commettre une infraction, vous la gardez à vue, c'est-à-dire vous la gardez sous le contrôle de la police, donc c'est une mesure coercitive, pour l'interroger dans le cadre d'une enquête qui va déterminer l'implication de cette personne et l'implication éventuellement d'autres personnes. Dans le cas des Gilets jaunes, on a utilisé la garde à vue à très mauvais escient. On l'a utilisé pour sortir des gens de manifestation, c'est-à-dire, moi ça je l'ai vu faire, c'est-à-dire que vous avez une manif qui s'organise à La Rochelle ou ailleurs, et pour déstructurer la manifestation, vous avez des forces de l'ordre qui interviennent soit dès le début de la manifestation et on sort des personnes dont on sait que c'est des personnes qui peuvent être importantes aussi, on les met en garde à vue 10 minutes, un quart d'heure, on les ressort, juste le temps d'être sûr qu'ils ne seront pas à la manifestation, ou carrément, ce qu'on a vu aussi, en amont de la manifestation, c'est-à-dire qu'on projette, alors je l'ai moins vu récemment, puisque de fait, il y a eu moins de manifestations Gilets jaunes, on en reparlera si vous voulez, ça se fait dans un autre contexte maintenant, donc on voit des choses différentes aujourd'hui. Mais donc, au moment où c'était que les Gilets jaunes, on avait des interpellations préventives, c'est-à-dire on disait, vous êtes là, vous avez sur vous des choses que moi j'estime pouvoir être des armes, alors ça c'était un fantasme total, donc je vous interpelle parce que vous pourriez faire un certain nombre de choses. Mais les personnes n'avaient encore rien fait. Donc là effectivement j'avais parlé beaucoup à l'époque de Minority Report, ce film formidable que l'on connaît, où on regarde des projections de scénarios qui vous disent telle personne va être coupable de tel fait, et on est un petit peu là-dedans. Donc là ça devenait effectivement n'importe quoi, puisqu'on n'avait pas d'indices graves et concordants, puisqu'il se passait encore rien. Voilà. Et puis on a eu donc aussi, dans un autre sens, à l'autre extrême, des gens qui étaient arrêtés pour des infractions qu'ils auraient commis pendant la manifestation, mais ils étaient interpellés après, bien après. Et donc, je vous dis un exemple parmi d'autres, on trouvait quelqu'un sur un banc une demi-heure, une heure après une manifestation, qui avait le visage sous une écharpe. On a beaucoup fantasmé aussi sur les visages dissimulés. Pas que nous d'ailleurs, parce que le gouvernement a fait en sorte que le fantasme devienne réalité, mais en adaptant la législation. Donc vous aviez quelqu'un sur un banc avec un foulard, une écharpe ou je ne sais quoi sur le nez, et on interpellait cette personne dans le cadre d'un flagrant délit, en disant, comme vous avez une écharpe sur le nez maintenant, il y a 2 heures vous étiez à la manifestation, donc vous aviez le visage dissimulé, donc vous êtes en infraction. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a vu se développer autour des Gilets jaunes dans une justice qui se voulait utiliser, manipuler pour des fins qui n'étaient pas, à mon avis, celles de la justice, mais bon. Réagir, agir. Entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre, on a comptabilisé en France 10 000 gardes à vue, 3 100 condamnations, dont 400 qui ont donné lieu à des peines de prison ferme avec incarcération immédiate. Que peut-on dire de ce qui s'est passé en Charente-Maritime? Avez-vous des chiffres à nous donner? Est-ce qu'il en existe? Il en existe, pour être transparente, je ne les ai pas, je pourrais les avoir, il suffirait que j'ouvre des dossiers, et pour vous donner un chiffre, c'est plusieurs dizaines, ça c'est sûr, je dirais peut-être 20, 30, peut-être plus, parce que moi j'en ai assisté beaucoup, mais pas que moi, donc il y a aussi d'autres personnes qui ont pris en charge les Gilets jaunes, donc moi à mon niveau, oui, c'est plusieurs dizaines, ça c'est certain. Il faut voir que ça s'est aussi découpé d'une façon différente, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs traitements.
Moi, j'ai vu des choses. Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui assistais, mais j'ai vu plusieurs personnes qui étaient condamnées à la prison ferme dans le cadre des plaidés coupables. Alors ça, en soi, c'était une hérésie. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai une politique de pas accepter une peine de prison ferme sur un plaidé coupable, parce que le plaidé coupable est quelque chose qui peut être très bien dans certaines circonstances. Quand il s'agit de la liberté des gens, j'estime qu'il faut qu'ils aient une vraie défense et un vrai procès. Voilà, le plaidé coupable, c'est une négociation avec le procureur, et on a vu des gilets jaunes qui avaient très peur de ce qui pouvait leur arriver, puisqu'on savait leur raconter à quel point ce qu'ils faisaient était grave et à quel point ils pourraient être incarcérés longtemps. Et donc, par peur, ils acceptaient des peines qui étaient, à mon avis, pas justifiées. Et on a trouvé des gens comme ça qui se sont trouvés en prison sur plusieurs mois, sur la Charente-Maritime. Donc là, je parle que de La Rochelle, puisque je parle de ce que je connais. Ensuite, vous avez eu le traitement expéditif usine, hein, que j'ai beaucoup dénoncé à l'époque, qui a consisté donc à justifier les fameuses gardes à vue dont on parle. Parce qu'effectivement, il y avait des gardes à vue qui étaient utilisées d'une manière absolument, à mon sens, illégale, pour des buts qui n'étaient pas ceux pourquoi elle est faite. Et pour justifier ces gardes à vue, et aussi pour justifier parfois un comportement des forces de l'ordre qui n'était pas celui qu'on attendait de manière générale, on a des jugements expéditifs qui ont été faits sans procès. Comment on a fait ça ? On a fait ça par la composition pénale, c'est-à-dire que systématiquement, on renvoyait des gens pour violence, etc., des délits qui sont normalement graves et qui font l'objet de vrais procès. Là, bizarrement, on les retrouvait sur des compositions pénales qui sont, là encore, des négociations qui se font avec des délégués du procureur, où on vous dit, voilà monsieur, vous n'aurez pas de casier judiciaire, on va vous faire une petite peine, stage de citoyenneté, ce qui était très drôle, les stages de citoyenneté pour les gilets jaunes, je trouvais que c'était très cocasse. Vous serez un bon citoyen, monsieur le gilet jaune. Et en contrepartie, vous acceptez de reconnaître que vous avez été très très vilain, n'est-ce pas, et que l'infraction, vous la reconnaissez, et donc il n'y a plus de problème, on clôt le dossier, et tout va bien. Donc ça a été beaucoup utilisé aussi, cette composition pénale. Et on avait aussi donc le système des ordonnances pénales. Hein. Tout ce que je vous dis là a existé, existe encore, évidemment, parce que les ordonnances pénales, il y a encore une gilet jaune qui en fait l'objet sur Bordeaux la semaine prochaine. Donc là, même système, peut-être même encore pire. L'ordonnance pénale, c'est un système, encore une fois, ce sont des systèmes d'alternatives aux poursuites qui ont leur raison d'être dans certains contextes. C'est vrai qu'on voit pas l'intérêt de faire des procès parfois pour notamment des délits routiers, etc. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est pas du tout adapté à la situation. Donc l'ordonnance pénale, c'est un juge qui, sans la présence de l'intéressé et sans procès, sans défense, fait un préjugement. Donc voilà, donc il dit, moi j'estime qu'il s'est passé ça, je vois le dossier c'est celui évidemment qui a été construit par le parquet et les policiers, hein. Donc sans la parole de la défense, et sur la base de ce dossier, j'estime que j'ai une personne qui mérite, je dis n'importe quoi, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 € d'amende, voilà. Et je lui fais signifier cette ordonnance par un greffier, en main propre. Et là je lui dis, monsieur, madame, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez 45 jours pour faire opposition et vous aurez droit à un procès. Et donc le procès n'est plus de droit. Et la personne qui a ça en main se dit, bon, c'est peut-être pas, en fait, parce que souvent c'est pas des peines très lourdes. Oh, la peine elle est pas très lourde, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller voir un avocat, de demander un procès, et si je prends plus, etc. Donc vous avez tout ce raisonnement qui fait que souvent les personnes s'arrêtent là, si elles ne sont pas conseillées, et donc vous avez même système, quelqu'un qui de fait accepte sa peine, reconnaît. Entretien avec Maître Alexandra Dupuis, défenseuse au pénal des Gilets jaunes sur le département de la Charente-Maritime. Et suite à ces interpellations massives, des avocats se sont plaints d'avoir du mal à accepter surtout à leurs clients arrêtés lors de manifestations. Est-ce que c'est votre cas en tant qu'avocat des Gilets jaunes, et est-ce que vous avez des difficultés avec les services de police pour défendre les Gilets jaunes ? Très clairement, ça m'est arrivé. Alors, il y a eu plusieurs problèmes. Tout en laissant le bénéfice du doute à qui de droit. Mais le fait est qu'on a constaté 2 choses. La première, c'est que, bizarrement, je n'étais jamais joignable. Lorsque les Gilets jaunes arrivaient en garde à vue et disaient je veux mettre Dupuis, je n'étais jamais joignable. Au cabinet, il semblerait que la semaine, quand ils appelaient, personne ne répondait. On va dire que pourquoi pas. Et j'avais quand même laissé un numéro de portable à l'époque qui était mon numéro professionnel, mais celui que j'utilise, j'allais dire personnellement pour tout le boulot. Et celui-là, où il le perdait, où il l'avait pas, ou bon, voilà. Donc il y a eu toute une problématique. Tant et si bien que nous avons mis en place à l'époque où il y avait beaucoup de manifestations, un numéro dédié, donc un téléphone que les Gilets jaunes ont mis à disposition pour moi
et pour eux, dans le cadre d'une garde à vue, avec un numéro qu'ils s'inscrivaient dans l'avant-bras, donc au marqueur, lorsqu'ils partaient en manifestation. Donc on en est arrivé là quand même. C'est vous dire que c'était pas fantasmé, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc là, bizarrement, ils avaient du mal à dire qu'ils pouvaient pas me joindre, vu que le numéro était inscrit sur le bras des personnes concernées. Donc il y a eu cette partie-là, et puis bon, il y a eu la partie qui concerne pas forcément Alexandra Dupuis, qui concerne la garde à vue de manière générale, et c'est pas quelque chose... Ça a été beaucoup utilisé pour les gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres affaires lorsqu'ils n'ont pas spécialement envie qu'on intervienne, où on va venir dire aux gilets jaunes, si vous appelez Maître Dupuis en l'occurrence lorsqu'il a demandé, vous comprenez, ça va durer beaucoup plus longtemps, on parle là entre nous tranquillement, et puis dans 2 heures vous êtes dehors. Voilà. Ce qui évidemment n'était pas le cas, mais c'est ce qu'on leur vendait pour pas qu'ils appellent d'avocats. Et vous savez, les avocats ça complique tout. Et vous savez, de toute façon, Maître Dupuis, elle est pas là pour vous, elle est là pour elle, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été rapportées. Moi, je ne les ai pas entendues, donc effectivement, c'est sur le bénéfice du doute. Ce sont des choses qui m'ont été rapportées et que d'ailleurs vous retrouvez dans les dossiers de certains gilets jaunes, puisqu'ils en ont parlé en garde à vue. Quand je suis pas là, ils disent un certain nombre de choses et c'est effectivement retranscrit dans leurs auditions. Au-delà même de l'aveu du gilet jaune sur sa propre infraction, on cherchait surtout, vous aviez dans les auditions de gilets jaunes toujours les mêmes questions. On cherchait surtout à les faire parler des autres. Et qui vous a demandé de venir à la manif, et avez-vous assisté à des réunions, et qui sont dans ces réunions, et qu'est-ce qui s'y dit, etc. Donc en fait, il y avait une volonté de remonter, entre guillemets, une filière gilet jaune pour pouvoir aller chercher ce qu'ils pensaient être les têtes pensantes des gilets jaunes, bien que j'ai expliqué 1000 fois que têtes pensantes, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas une. Réagir. Agir. Alors, parmi les gilets jaunes prévenus, il est à noter qu'ils sont des primo-délinquants sans aucun antécédent judiciaire. Et ça, c'était vraiment un premier contact avec l'appareil judiciaire qui est très dur, très choquant pour ces gens-là. Ah oui, très souvent, on avait affaire à des primo-délinquants. Contrairement, là encore, à ce qui a pu être dit, écrit, relayé, c'était très rarement des gens qui avaient un casier, qui avaient une histoire judiciaire, etc. Souvent, c'était tout le monde. Monsieur et Madame tout le monde. Des gens excédés. Des gens excédés, mais souvent aussi, là encore, ce sont que des cas sociaux, etc. C'est faux. Je veux dire, il y avait d'abord le terme cas social, il correspond à rien, mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, et moi, ça me révulse un peu. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient envie de travailler, qui n'avaient pas de travail. Il y avait des gens qui travaillaient, mais qui n'arrivaient pas à vivre de leur travail. Il y avait des entrepreneurs qui payaient trop de charges et qui n'arrivaient pas ni à se payer eux, voire à payer quelqu'un qu'ils auraient pu embaucher. Il y avait une colère générale. Et c'était souvent des primo-délinquants, des gens qui avaient une vie, j'allais dire normale, mais qui simplement à un moment donné étaient excédés par le fait qu'ils n'arrivaient pas à vivre dignement. Et pour certains d'entre eux, ils ont été mutilés aussi. Oui, des gens qui ont été, qui ont subi des violences policières graves, c'est-à-dire moi j'ai vu de tout, de la blessure, souvent on a eu des yeux, on a eu des chevilles, on a eu des énormes bleus, c'est très impressionnant, les LBD. Les hématomes. Ouais, les hématomes sont très très impressionnants, ils sont très spécifiques aussi. Donc lorsqu'on a ce faux débat qui est de dire est-ce qu'on est sûr que c'est ça, que c'est pas autre chose, quand vous avez vu les marques que laisse ce genre de tir en LBD, vous n'avez pas de doute sur l'origine de la blessure. Donc on a effectivement des yeux, on a eu des gens qui ont été empoisonnés par les lacrymos, on a eu beaucoup de gens qui ont été mutilés, blessés, et puis il y a toute la violence, j'allais dire psychologique, qui est liée à ces manifestations, et donc de personnes qui ont été traumatisées par toute cette violence dont ils ont pu simplement être témoins. Donc c'est des gens qui doivent être aidés aussi psychologiquement. Tout à fait. Donc à La Rochelle, il y a dans les Gilets jaunes, il y a une volonté de structurer une aide, c'est-à-dire moi je fais la partie, si je peux dire, juridique, assistance, défense. Il y a une personne qui s'occupe d'écouter, d'entendre, de recueillir des documents sur notamment les violences policières. Et puis il y a une troisième personne qui est psychologue et qui effectivement se met à leur disposition. C'est une très belle personne qui fait à mon avis quelque chose de très utile et qui dit aux Gilets jaunes, si vous avez besoin de parler, etc., autant des personnes qui ont été effectivement blessées, meurtries, que des personnes qui ont été traumatisées sur un plan psychologique, les deux n'étant pas exclusifs, je suis là, vous pouvez venir me parler. Donc oui, il y a tout ça. Et pour revenir à votre question initiale, le face-à-face avec la justice, avec une audience correctionnelle, est un traumatisme en soi.
c'est extrêmement traumatisant. Très clairement, c'est pas fait pour être agréable. Donc, quel que soit le magistrat, parce qu'on a des magistrats très bien. Alors, au Chalin, je dis ça sans langue de bois. Je pense notamment à la dernière devant qui on a présenté pas mal de dossiers. On a des gens qui sont très bien, qui sont à l'écoute. Mais pour autant, vous avez un procès avec des robes noires, avec un parquet qui, quel que soit son discours et sa position, va être dans une réquisition qui est quelque chose de dur. Et quand vous n'êtes pas habitué à ça, même quand vous êtes habitué, d'ailleurs certains qui sont habitués vous le diront, mais a fortiori lorsque vous n'y êtes pas habitué, c'est traumatisant, c'est violent, c'est très violent. Donc même si la peine n'est pas énorme, même si on est sur quelque chose de symbolique, le procès en lui-même est une peine. Alors, lors de la garde à vue, un policier est chargé de contrôler et de relever les empreintes digitales qui sont enregistrées, paraît-il, et conservées de 25 à 40 ans selon le cas. La garde à vue est donc fichée et figure-t-elle sur le casier judiciaire ? Alors non, la garde à vue ne figure pas sur un casier judiciaire. Un casier judiciaire. Mais elle est fichée. Elle est fichée sur des fichiers de police, hein, notamment le STIC, il doit toujours s'appeler comme ça, depuis, j'ai pas vérifié son nom depuis longtemps, mais sur des fichiers de police. Donc qui recensent toutes les ADN et les empreintes digitales, je vais pas y arriver, et les photos des personnes qui ont été interpellées, placées en garde à vue. Voilà. Et il faut savoir que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Si vous refusez d'être pris en photo, qu'on prenne vos empreintes, etc., c'est un délit. Même si vous n'avez rien fait. Même si vous n'avez rien fait. Puisqu'au stade de la garde à vue, la question ne se pose pas, puisque par principe, vous n'avez rien fait, vous êtes présumé innocent. Mais pour autant, voilà, en France, on a le droit de vous demander de vous soumettre à ces tests, effectivement. Alors, dernière question, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui seraient interpellés comme gilets jaunes ou autres d'ailleurs par les forces de l'ordre, et quelle est la première chose à faire ? Alors, la première chose à faire, c'est de demander un avocat, hein, ça, clairement. Vous avez accès à des avocats commis d'office qui sont là pour ça, qui vous aideront, qui vous assisteront. Alors, pas en ce moment, puisqu'ils sont en grève, parce qu'ils sont aussi des manifestants, oui. Mais oui, normalement, vous demandez un avocat, vous avez un avocat, vous demandez un médecin, surtout si vous avez été blessé, parce qu'il faut faire constater vos blessures, absolument. Il faut savoir que l'avocat aussi peut constater vos blessures. Alors, il n'est pas médecin, mais si vous avez des blessures apparentes, il peut les recenser dans un écrit qui sera joint au dossier. Et garder le silence. Garder le silence, hein, ça c'est vraiment pas pour être dans le mutisme du coupable, parce que souvent lorsque les gens disent moi je veux garder le silence, on leur dit c'est pas une bonne attitude à avoir, si vous avez rien à vous reprocher, parlez. Non, parce que le mutisme c'est aussi celui de l'innocent qui simplement ne veut pas être manipulé et qu'on lui fasse dire des choses ou qu'on interprète mal ou qu'on écrive mal ce qu'il dit, etc. Simplement c'est la défense. Le mutisme, dans le sens où même lorsque vous avez un avocat en garde à vue, l'avocat n'a pas accès au dossier. Le problématique, elle existe depuis longtemps et les avocats la dénoncent depuis longtemps. Dans la mesure où on n'a pas accès à un dossier, on ne peut pas défendre utilement, on ne peut pas conseiller quelqu'un. Donc on ne peut pas le laisser s'exprimer. Et il ne peut pas s'exprimer tant qu'il ne sait pas exactement ce qui lui est reproché, quels sont les éléments qui existent dans le dossier de la police, etc. Donc votre intérêt, effectivement, c'est d'être assisté, de voir un médecin, de faire prévenir également quelqu'un de votre entourage que vous êtes en garde à vue. Et quand on travaille, comment ça se passe ? Quand vous travaillez, il faut faire prévenir votre employeur. C'est aussi une problématique qu'on n'aborde pas, mais qui fait partie des conséquences néfastes d'un placement en garde à vue. Effectivement, vous pouvez perdre votre emploi. Moi, j'ai vu des gens qui étaient licenciés parce qu'ils n'ont même pas été condamnés. Ils ont été placés en garde à vue. L'employeur a su que ces personnes étaient placées en garde à vue dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et ça a donné lieu à des licenciements. Moi, je l'ai vu. Ça, c'est une procédure légale, normale. Légal, normal, non, mais vous avez un employeur qui, en se servant parce que je fais du droit du travail aussi, comme vous savez, en se servant de prétextes divers et variés, voire même en faisant un lien direct avec la problématique des Gilets jaunes, va dire, moi je ne peux pas vous garder pour telle et telle raison. Donc je l'ai vu, alors je l'ai pas vu 100 fois, mais je l'ai vu. Donc ça fait partie des conséquences de ces gardes à vue injustifiées. Voilà ce que l'on pouvait dire globalement de ces interpellations, de ces jugements infligés aux Gilets jaunes, de ces violences qui leur ont été faites par la police, au plus fort des manifestations d'un mouvement social sans précédent pour notre pays. Le magazine Réagir Productions vous proposera ultérieurement le témoignage d'un gilet jaune arrêté sur Bordeaux dans le cadre de manifestations contre la politique sociale menée par Emmanuel Macron, mais pas que. Un grand merci à Alexandra Dupuis, avocate au barreau de La Rochelle, pour avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter
ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île-de-Ré TV ainsi que de Réagir Productions, en n'oubliant pas au passage de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage judicieux a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.